Bienvenue, imprudent mortel. Quand j'ai conté l'histoire du chien fidèle, vous avez été nombreuses et nombreuses à me dire que vous espériez que ce soit faux dans les commentaires YouTube. Sans en être certain, parfois, mais que vous l'espériez. J'ai eu très peu de votes, y pencher vers le faux, sur Instagram, et c'est très vraisemblablement une conséquence du fait que mon compte est une recréation. Trop peu de gens, en 2 mois, ont dû comprendre qu'il existait de nouveau et où aller. De mon côté, je ne vois pas trop comment faire savoir qu'il est là sans être accusé de faire du spam. Mais ce qu'il en ressort, si j'ai bien compris, c'est que vous voyez l'histoire comme fausse, globalement. Eh bien vous avez raison, parce que, et je vous sens soulagé, l'histoire du chien fidèle est effectivement fausse. Et vous allez être très surpris d'apprendre à quel point elle est ancienne. La première fois que je fais connaissance avec cette histoire, si on peut parler ainsi, j'étais en 6e et j'avais vu ça, raconté en images, je suppose que le but de l'exercice était de raconter en anglais, dans mon manuel d'anglais. Donc, on y voyait, en quelques vignettes, un seigneur médiéval partir de chez lui en laissant son chien monter la garde près du berceau de son fils, revenir, trouver les draps déchiquetés ensanglantés et le chien plein de sang, abattre le chien, mais ensuite il trouvait le nouveau-né et le cadavre d'un loup sous les draps, car parfois le serpent est un loup. L'homme avait ensuite des regrets, mais était trop tard. Cette histoire en était venue à me faire pleurer, car je suis très sensible. Pourtant, elle avait l'air d'une fiction. Ce n'était qu'une histoire dans un manuel d'anglais. Et en fait, je n'ai su que bien après que non seulement c'était une fiction, mais que beaucoup de gens l'avaient cru vrai voici bien longtemps. En tout cas, vers 1250 ou exactement un peu avant, c'est une longue histoire. En fait, il existait 2 saints catholiques qui s'appelaient Saint Guineufort. Ce n'est pas un nom très commun. On leur prêtait entre autres la capacité à soigner le strabisme, parce que Guinée ressemblait à Guigné, regardez avec fixement, un vers moyenâgeux. Fort, donc, regardez fort, avoir louché, oui, c'est normal. Ce prénom était parfois attribué à des animaux, et par un glissement que je ne peux vous expliquer, on décida d'appeler Saint un chien qui aurait porté ce nom. C'est assez bizarre. Et c'est ainsi que naquit la légende qui ressemblait à celle que j'ai vue dans mon manuel. Tout remonte à un grand seigneur et sa femme qui étaient châtelains à Villars-les-Dombes, près de Lyon. Donc oui, les protagonistes de cette histoire sont en fait français. Beaucoup de gens sont tombés dans le panneau de l'histoire telle que je l'ai racontée, parce que oui, bon, les Américains sont châtieux de la gâchette. Eh bien comme quoi, faut pas se fier aux préjugés. Ces châtelains près de Villars-les-Dombes, donc, avaient un jour décidé de partir à la chasse, et je ne sais pas, soit leur bébé n'avait pas de nourrice, soit elle était souffrante, mais toujours est-il que, cette fois-ci, comme d'habitude, ils avaient décidé de faire garder leur enfant par leur chien lévrier, donc Guineufort. De retour de la chasse, le seigneur et sa femme trouvèrent ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des draps déchiquetés et du sang, et le chien lui-même ensanglanté. Le châtelain tua son lévrier d'un coup d'épée. Puis, il entendit ensuite son fils pleurer, le trouva sous les draps, comprit sa méprise en trouvant un serpent mort. Cette histoire se répandit comme un feu de paille dans la population qui la pensa vraie. Beaucoup plaignirent le pauvre lévrier et l'élevèrent au rang de saint. Pourquoi ? Parce qu'il était mort en martyr, disait-on. C'est sûr. Mais à part ça, il faut au moins avoir la confession catholique pour être saint. Et en théorie, avoir une confession et donc une conscience ne s'applique pas aux animaux. Ça ferait de ce Guineufort le seul saint à être un animal, en théorie. Un buisson poussait au lieu supposé de sa sépulture. Les gens du pays, pendant longtemps, eurent coutume de s'y rendre
pour y déposer les vêtements d'enfants malades, car Sanguinefor avait de facto été désigné comme un saint patron pour les nourrissons et les enfants qu'il protégeait. C'est normal puisqu'il était censé lui être arrivé. En 1250, l'évêque Étienne de Bourbon, c'est grâce à ses écrits que nous connaissons cette histoire, n'aimait pas beaucoup ce qui s'apparentait selon lui à une superstition, un culte païen d'un animal. Je pense, et vous aussi d'ailleurs, que le buisson était en fait un lieu qui avait été déjà consacré à un culte païen, christianisé par la suite. Voilà pourquoi il y fait interdire tout dépôt d'objets, et, pour plus de précaution, il fit brûler le buisson et tous les restes qu'on trouva au-dessous. Pour toutefois, on garda l'habitude de faire porter les enfants malades et de faire prier pour eux Sanguinefor, les deux saints humains, comme quoi il y a eu un glissement sémantique. La légende du chien tué par erreur alors qu'il avait en fait protégé l'enfant de ses maîtres s'est propagée dans la culture populaire. Ce qui veut dire que si vous ne connaissez pas l'histoire de Sanguinefor, vous avez quand même dû entendre parler au moins une fois dans le film La Belle et le Clochard. Dans La Belle et le Clochard, rappelez-vous, un énorme rat, parce qu'il peut aussi dire d'un rat, s'attaque au bébé des Darling, les maîtres de Lady, la femelle cocker. Il est tué par Clochard. Initialement, les maîtres ne trouvent pas le rat. Ils ne voient que le bébé qui pleure et Clochard, et ils en déduisent qu'il s'est attaqué à l'enfant. La fourrière vient donc le chercher. Mais ce n'est que peu après que les humains découvrent le rat et réalisent la méprise. C'est inspiré directement de Sanguinefor. Enfin, la version que moi je vous ai racontée est une version modernisée qui a tourné sur les réseaux sociaux. Et je me souviens très bien, après l'avoir vu surgir sur Facebook, que des gens ont commenté « Oh, que les Américains sont stupides, à toujours se balader avec une arme et à toujours tirer sur tout ce qui bouge sans même réfléchir. » Quand je vous disais que c'était un cliché, malicieusement, j'ai dit « Je crois que je connais cette histoire » et j'ai mis un lien qui redirigeait la légende de Sanguinefor. Curieusement, par la suite, il n'y a plus aucun commentaire. Maintenant, vous savez. Maintenant, je vais parler de quelque chose de peut-être pas très agréable pour beaucoup d'entre vous. Les examens de fin d'année. Car, je le sais, ils viennent juste de se dérouler. Saviez-vous que, peut-être, c'est le cas dans votre université, vous auriez pu être complètement exempté d'examen si quelqu'un de votre promotion était décédé brusquement? On prétend en tout cas que c'est une possibilité dans l'Ivy League, c'est-à-dire les universités les plus prestigieuses aux États-Unis. Alors, voilà comment les choses se seraient déroulées. Dans les années 1990, à ce qu'il paraît, et donc dans l'université de Yale, qui fait partie de l'Ivy League, n'y étaient admis normalement soit que les élèves avec une famille riche pouvant soutenir leurs arrières, car ça coûte cher les études là-bas, soit éventuellement des personnes très méritantes avec une bourse. Dans les dortoirs, donc de Yale, il y avait une chambre avec ces deux types d'étudiants. L'un était un Américain blanc, issu d'une famille très riche, assez fêtard et qui avait été admis là grâce à sa famille. Le second, son colocataire donc, était un garçon issu d'un pays d'Asie du Sud-Est à la base, d'une famille pauvre, et qui lui était un étudiant en échange. On l'avait admis sur une bourse, et il travaillait extrêmement dur, car il voulait absolument, un jour, devenir assez riche pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Et accessoirement, car il était très intelligent, mettre au point une start-up qui, espérait-il, révolutionnerait le monde. Son camarade et lui-même étaient tous les deux en première année, et de toute l'année donc, les deux qui étaient les plus riches ne fit pas beaucoup d'efforts tout au long de l'année. Je vous ai dit,
il était très fêtard. Et il n'avait pas assez révisé, manifestement, alors que les examens de fin d'année s'approchaient. Alors que faire? Entre autres tricheries, une seule idée vint au jeune homme, en tout cas c'est la première qui lui vint. Il regarda avec attention le règlement de Yale, être certain qu'il n'y avait pas un moyen soit de repousser, soit d'annuler les examens de fin d'année. Et il n'en trouva qu'un. Suite à un précédent, je ne sais pas s'il était récent ou s'il était plus vieux, peut-être de plusieurs décennies, mais à ce qu'il paraît, les examens avaient été annulés après la mort brutale d'un étudiant. Je ne sais pas s'il avait été assassiné ou si ça avait été un accident. Mais toujours est-il que cela avait, paraît-il, bouleversé à ce point-là toute l'université que le directeur d'époque avait préféré annuler complètement les examens. Depuis, il était spécifié dans le règlement intérieur que si un étudiant décédait brusquement, encore une fois, juste avant les examens, pendant ceux-ci, ils étaient annulés pour s'assurer que l'émotion et le stress soulevés par cet événement n'affecteraient pas les résultats des étudiants. Et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup moins performant quand on est en état de stress post-traumatique, bien qu'il puisse y avoir tout un tas de raisons à cela et pas seulement le décès d'un camarade. Le cas ne s'était produit qu'une fois, mais il a fait jurisprudence et fit germer une idée dans l'esprit de notre étudiant. Pas celle à laquelle vous pensez, évidemment il n'a pas l'intention de commettre un meurtre quand même. C'est important pour lui d'avoir sa première année pour pas être jeté dehors et que sa belle vie s'arrête. Il a quand même besoin d'un diplôme. Mais pas à ce point-là. Et puis c'était pas nécessaire. Il avait de l'argent et sa petite idée pour s'en servir. Il allait voir son camarade de classe dont il savait qu'il trimait dur, il avait entre autres des petits boulots, pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille et en même temps se maintenir ailleurs. Et cela commençait à rogner pas mal sur ses heures d'études. Il allait donc voir son camarade et lui dit « Écoute, je sais comme tu galères, j'ai peut-être une idée toute pour t'aider, mais elle est un petit peu radicale. » Il exposa son plan. Ça consistait, pour son camarade, à faire semblant de se supprimer juste avant les examens en laissant une lettre où il confesserait son geste. Pendant ce temps-là, son camarade s'arrangerait pour que tout le monde croie qu'effectivement il avait mis fin à ses jours, et après sa disparition, espérait-il, les examens seraient annulés cette année-là. De son côté, son camarade en serait quitte pour aller dans une autre université et sous un nom différent. Bien sûr, tout cela occasionnerait quelques frais pour répéter sa première année. Entre autres, il fallait qu'il se fasse refaire une nouvelle identité. Mais bon, dans quelques milieux interlopes, cela existe, faire refaire des faux papiers pour un étranger, c'est même plus simple. Ensuite, son camarade riche, donc, lui promit de lui donner la somme nécessaire à la fois pour poursuivre ses études et subvenir aux besoins de sa famille, mais il s'engageait également à lui laisser de quoi fonder son entreprise par la suite s'il réussissait ses études. Croyez-le ou non, son camarade n'hésita pas longtemps devant une proposition si alléchante. Il accepta. Il m'a dit banco. Le lendemain, ce jeune homme rédigea une lettre dans laquelle il confessait soi-disant que, ne se sentant pas à la hauteur et ayant peur de rater ses examens, il avait mis fin à ses jours en se jetant dans la rivière. Il laissa cette lettre en évidence dans son bureau et partit. En réalité, il prit le train et alla se cacher dans une ville voisine en attendant de s'expatrier en Grande-Bretagne où il avait décidé d'atterrir. Pendant ce temps, son colocataire fit semblant de trouver la lettre, d'être choqué, de prévenir la direction. Et c'est vrai quand même, les étudiants furent pour la plupart assez secoués. Ils n'imaginaient pas que ce jeune homme brillant en arriverait là. Le directeur, en les voyant dans cet état, d'après la rumeur, le jeune homme qui a tout monté sur place avait dit la vérité à ses amis les plus proches et ils étaient trop ravis de l'occasion de jouer le jeu, en pleurant beaucoup. Donc, le directeur, voyant cela, fut obligé d'appliquer le règlement une seconde fois. Cette année-là, les examens furent annulés. Ayant un peu compris sa leçon,
Notre jeune homme riche s'appliqua un peu plus l'année suivante et celle qui suivit, ce qui fit qu'il eut son diplôme. Mais ensuite, pratique assez commune de népotisme, il ne chercha pas très loin du travail et se fit engager dans la société de ses parents. Il n'eut pas à s'en plaindre pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'arrive la crise de 2008. Et là, oups, la société de ses parents fit faillite et il ne resta plus un sou. Le jeune homme, très embêté, ne voyait pas où retrouver du travail. Ni son diplôme ni son expérience ne lui permettaient d'en trouver beaucoup. Sur les conseils de certains de ses amis, il s'exila à la Silicon Valley. On disait qu'une start-up embauchait beaucoup, car elle avait fait un profit monstrueux bien qu'elle n'existât que depuis quelques années. Son fondateur, un Américain d'origine d'Asie du Sud-Est, naturalisé il y a peu, était un jeune milliardaire qui épatait tout le monde grâce à son innovation. Il avait créé l'une des entreprises les plus rentables du marché. Il y avait donc beaucoup d'embauches et un jour, ce jeune homme ruiné se présenta pour être secrétaire. Il attendit le début des entretiens d'embauche assis dans le couloir avec d'autres candidats. Là-dessus, par hasard, le grand patron emprunta le couloir où tous ces gens étaient assis. Il passa, il s'arrêta, là, et fixa notre ancien étudiant de Yale avec insistance. Puis il lui dit son nom, auquel l'autre étonné répondit « Oui, vous me connaissez ». Et le grand patron lui dit « Venez me voir dans mon bureau ». Ils entrèrent dans le bureau, et une fois en privé, le grand patron chuchota « Tu me reconnais? C'est moi ?» Il dit « Attends, c'est toi, bon... » Enfin, il lui dit « Mais tu étais mon ami dans le dortoir de Yale, c'était toi qui as fait semblant de disparaître ?» Il dit « Oui, c'était moi. » Et tu ne m'as sans doute pas reconnu parce que j'ai un faux nom. J'ai gardé ce faux nom depuis que j'ai dû faire refaire mon identité à l'époque. Je suis allé à Oxford, en Grande-Bretagne, et j'ai repris mes études et j'ai eu le diplôme que j'aspirais. Grâce à toi, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu financer mes études. C'est également grâce à toi que j'ai de quoi fonder les débuts de cette entreprise. Depuis, notre homme était devenu millionnaire. Et paraît-il qu'à titre de gratitude, il fit de son ancien ami non seulement, non pas son secrétaire, mais son bras droit, à ce qu'il paraît. Mais cette histoire est-elle vraie? À vous de me le dire en commentaire. Vous n'êtes pas forcé de faire de longs discours. Répondez juste par vrai ou par faux dans les commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi voter sur Instagram. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi et du Patreon. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de donner sous à qui va dans la lumière. Au revoir, Prudent Mortel.